Ce qui suit est une histoire de trahison. Une histoire qui commence comme tant d'autres, dans le confort d'une vie bien rangée. Si vous appréciez ce genre de récit, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Daniel Foster n'aurait jamais imaginé que sa vie puisse basculer en plein jour dans un cauchemar. À 42 ans, il s'était bâti une solide réputation en tant que propriétaire de Foster Classic Motors, un garage spécialisé dans la restauration de voitures de collection, en plein cœur d'Austin, au Texas. Ses mains, tannées par le labeur, connaissaient l'âme des moteurs V8 et les secrets des transmissions manuelles des années 60. C'était un homme de parole, direct et honnête. Un homme pour qui l'intégrité valait plus que toutes les fortunes du monde. Marié depuis 15 ans à Isabelle, une professeure de littérature au lycée, Daniel avait toujours été fier du couple qu'il formait. Isabelle était brillante, charismatique et adorée de ses élèves. Elle avait des yeux bruns expressifs et un sourire qui réchauffait encore son cœur, même après une décennie et demie de vie commune. Du moins, c'est ce qu'il avait ressenti jusqu'à ces derniers mois. Le couple avait un fils de 13 ans, Noah, un garçon intelligent et observateur qui avait hérité de la passion de son père pour la mécanique et de la sensibilité de sa mère pour la littérature. Le quotidien des Foster était un ballet bien réglé, confortable et sans surprise. Daniel passait ses journées au garage. Isabelle enseignait et préparait ses cours le soir. Et Noah partageait son temps entre l'école et le garage, où il aidait son père le week-end. Ils dînaient ensemble aussi souvent que possible, regardaient des films le vendredi soir et menaient une vie sociale modeste mais épanouie. Isabelle avait conservé des amitiés solides depuis l'université. Rachel, une architecte brillante et perfectionniste. Amy, la directrice d'un grand magasin, toujours optimiste. Et Diane, une consultante en ressources humaines à l'humour acéré. Les 4 femmes se retrouvaient régulièrement pour des brunchs, des soirées vin et organisaient occasionnellement des escapades entre filles qu'elles appelaient des « retraites bien-être ». Daniel n'avait jamais vu d'inconvénient à ces échappées. Il faisait entièrement confiance à Isabelle et pensait qu'il était sain pour elle de préserver ses propres amitiés et son espace personnel. Mais au cours des 5 derniers mois, quelque chose avait changé. Au début, les changements furent subtils, presque imperceptibles. Isabelle se mit à travailler tard, prétextant toujours de nouveaux projets scolaires qui exigeaient des réunions en soirée avec d'autres professeurs. Elle s'acheta de nouveaux vêtements, des pièces plus sophistiquées que sa garde-robe habituelle d'enseignante. Elle avait troqué son parfum léger habituel pour une fragrance plus intense, plus chère, plus séductrice. Daniel remarqua aussi qu'elle était devenue émotionnellement distante, moins intéressée par le récit de ses journées, moins présente lors des dîners de famille. Chaque fois qu'il tentait d'engager une conversation intime ou qu'il l'interrogeait sur ses activités, Isabelle devenait défensive et irritable, l'accusant d'être contrôlant ou paranoïaque. « Tu ne me fais pas confiance », répliquait-elle avec une agressivité qui ne lui ressemblait pas. Confus, Daniel battait en retraite, se demandant s'il n'était pas, en effet, en train de devenir irrationnel. Un jeudi soir d'octobre, pendant le dîner, Isabelle annonça nonchalamment qu'elle passerait le week-end à venir dans une retraite de bien-être à Fredericksburg, avec Rachel, Amy et Diane. « C'est notre rituel de ressourcement annuel », expliqua-t-elle en remuant distraitement sa salade. « Yoga, méditation, massage, ce genre de choses. J'ai besoin de décompresser un peu. » Noah leva à peine les yeux de son assiette, habitué aux voyages occasionnels de sa mère. Mais Daniel sentit que quelque chose était différent cette fois. Il y avait une tension dans la façon dont Isabelle évitait son regard, la hâte avec laquelle elle changea de sujet, le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle prit son verre d'eau. Un frisson lui parcourut l'échine, une intuition profonde et dérangeante qu'il ne pouvait ignorer. Cette nuit-là, après qu'Isabelle et Noah furent couchés, Daniel resta éveillé dans le salon, le regard fixé sur le plafond, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il n'était pas du genre à céder aux soupçons infondés ou à la jalousie irrationnelle, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas du tout était écrasant. Toutes les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit. Les retours tardifs, le nouveau parfum, la distance émotionnelle, cette attitude défensive excessive. Au fond de lui, il savait. Son cœur savait déjà. Mais sa raison résistait encore.
s'accrochant au mariage auquel il avait cru pendant 15 ans. Le vendredi matin, après le départ d'Isabelle pour le travail et de Noah pour l'école, Daniel prit une décision. Il n'allait pas ignorer cette intuition viscérale. Assis dans son petit bureau à l'arrière du garage, il chercha des détectives privés à Austin. Après avoir lu des avis et comparé les services, il appela Marcus Chen, un détective privé à l'excellente réputation, fort de nombreuses années d'expérience dans les affaires d'infidélité. La conversation fut directe. Daniel expliqua ses soupçons, mentionna la retraite du week-end à venir et demanda une surveillance complète. Marcus écouta attentivement, posa des questions précises sur les horaires et les lieux, et accepta l'affaire. « Je documenterai tout », l'assura Marcus avec professionnalisme. « Photos, vidéos, lieux. S'il se passe quelque chose, vous le saurez. » Il n'était pas pour payer. Le week-end arriva. Le vendredi après-midi, Isabelle quitta la maison avec un petit sac, disant rapidement au revoir à Daniel et Noah. « Je serai de retour dimanche soir, » dit-elle d'un ton enjoué. « Prenez soin de vous. » Daniel la salua de la main depuis le seuil, l'estomac noué. Il passa le week-end à essayer de maintenir une apparence de normalité pour Noah, l'emmenant au cinéma le samedi et l'aidant sur un projet de science le dimanche. Mais son esprit était constamment ailleurs, imaginant ce que Marcus était en train de découvrir, redoutant ce que les caméras capturaient. Dimanche soir, à 19h, le téléphone de Daniel sonna. C'était Marcus. « Vous devez venir à mon bureau. Maintenant. » La voix du détective était grave, presque troublée. « Il est important que nous voyions cela en personne. » Daniel sentit son sang se glacer. Il dit à Noah qu'il devait régler une urgence au travail, promit de revenir bientôt et conduisit jusqu'au bureau de Marcus, au centre-ville d'Austin, les paumes moites sur le volant. Quand il arriva, Marcus l'accueillit avec une expression sombre. « Asseyez-vous, Daniel. Vous devez vous préparer. Ce que je vais vous montrer est compliqué. » Marcus ouvrit un épais dossier sur son bureau et commença à afficher des photos sur son ordinateur portable. Les premières images montraient Isabelle quittant Austin le vendredi, mais pas en direction de Fredericksburg. Elle avait conduit vers le sud, en direction de San Antonio. Marcus expliqua qu'il l'avait suivie à distance et avait vu Isabelle retrouver Rachel, Amy et Diane à un point de rendez-vous. De là, les 4 femmes avaient voyagé ensemble jusqu'à un luxueux ranch privé et isolé à la périphérie de San Antonio, entouré d'hectares de terrain. Ce qui suivit brisa Daniel en 1000 morceaux. Les photos documentaient tout avec une précision douloureuse. Isabelle était avec un homme que Marcus identifia comme étant Patrick Donnelly, 44 ans, consultant en affaires, marié et père de 3 enfants. Les images montraient des dîners romantiques aux chandelles sur la terrasse du ranch, des promenades main dans la main dans les jardins, des étreintes intimes, des baisers prolongés. Une photo capturait Isabelle et Patrick entrant dans l'un des chalets privés du ranch le vendredi soir. Mais il n'y avait pas qu'Isabelle. Rachel était avec un jeune professeur de golf, riant alors qu'il enlaçait sa taille. Amy apparaissait avec un musicien local aux cheveux longs, tous deux dansant de trop près au son d'une guitare. Diane était avec un courtier en assurance, partageant une bouteille de vin coûteux sous les étoiles. « Toutes les 4, murmura Daniel, abasourdi. « Elles trompent toutes leurs maris ?» Marcus hocha la tête avec gravité. « Mais il y a plus, » dit-il en ouvrant un autre dossier. Le détective expliqua qu'en utilisant du matériel d'écoute directionnelle dans les limites de la légalité, il avait capté des conversations entre les femmes qui révélaient toute l'étendue de leur stratagème. Les 4 entretenaient des liaisons extra-conjugales depuis plus d'1 an. Elles avaient créé un fonds commun pour couvrir les dépenses de leurs rencontres, les hôtels, les cadeaux, les repas. Elles avaient développé un système complexe et rotatif d'alibi. Chaque fois que l'une d'elles avait besoin de retrouver son amant, les 3 autres fournissaient une couverture, élaborant des histoires cohérentes et publiant même de vieilles photos sur les réseaux sociaux pour simuler des sorties de groupe qui n'avaient jamais eu lieu. Elles tenaient un calendrier numérique partagé pour synchroniser leurs escapades, s'assurant de pouvoir justifier des absences simultanées comme des événements de groupe légitimes.
Marcus montra des captures d'écran d'un groupe de messagerie secret auquel il avait accédé grâce à l'un de leurs téléphones momentanément déverrouillés. Les messages étaient dévastateurs. Les 4 femmes y partageaient des détails intimes sur leur liaison, s'échangeaient des conseils pour dissimuler les preuves et se moquaient des soupçons de leur mari. Un message d'Isabelle disait « Daniel m'a encore posé des questions sur mon nouveau parfum. Je lui ai dit qu'une élève me l'avait offert. Il a tout gobé, le pauvre. » Des émojis rieurs suivaient. Un autre message de Rachel disait « Mon mari ne se doute de rien. On est bien trop doués pour ça. » Diane répondit « Tant qu'on se couvre les unes les autres, on est en sécurité. » Daniel eut la nausée. Ce n'était pas seulement la trahison d'Isabelle. C'était la froideur, l'organisation, le mépris à peine voilé pour lui et les autres maris. Elles avaient transformé l'infidélité en un projet collectif, une véritable opération avec planification, budget et stratégie de dissimulation. Marcus imprima des copies de toutes. Photos, transcriptions de conversations, journaux de bord GPS des véhicules et relevés financiers montrant leurs fonds communs utilisés pour payer le ranch. « Vous avez tout ce dont vous avez besoin ici, » dit Marcus sérieusement. « Je suis désolé, Daniel. » Daniel rentra chez lui en état de choc. Il cacha le dossier dans le coffre de sa voiture et entra, essayant de paraître normal. Noah dormait déjà. Daniel alla dans la chambre de son fils, le regarda dormir paisiblement et sentit une vague de tristesse écrasante l'envahir. Comment lui expliquerait-il? Comment le protégerait-il de ce qui allait se produire? Daniel passa des heures dans le salon, les yeux fixés sur la porte d'entrée, à attendre. La colère, la douleur et l'incrédulité se bousculaient dans son esprit. Isabelle rentra à 10h30 ce soir-là, radieuse et détendue. Elle passa la porte avec son sac de voyage, souriante. « Salut, mon amour, » dit-elle joyeusement. La retraite était incroyable. Les méditations étaient transformatrices. Je me sens renouvelé. Daniel était assis dans la pénombre de la cuisine. Il ne répondit pas à son salut. Isabelle sentit que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Daniel alluma la lumière de la cuisine, révélant le dossier ouvert sur le comptoir. Les photos étaient étalées par ordre chronologique. Isabelle et Patrick dînant, marchant, s'embrassant, entrant dans le chalet. « Alors ?» dit Daniel avec un calme glacial qui le surprit lui-même. « Comment était la retraite? Ou devrais-je dire, comment était le ranch à San Antonio ?» Isabelle devint blême, figée sur le seuil de la cuisine. Son sac lui glissa des mains et tomba lourdement sur le sol. « Daniel, commença-t-elle, mais il l'interrompit, jetant les photos une par une sur le comptoir. « Ça, c'est toi et Patrick Donnelly, consultant en affaires, marié, 3 enfants. Ça, c'est toi entrant dans le chalet avec lui vendredi soir. Ça, c'est Rachel avec le prof de golf. Ça, c'est Amy avec le musicien. Et ça, c'est Diane avec le courtier en assurance. J'ai des photos de vous toutes. » Isabelle se mit à trembler visiblement. Les larmes montèrent à ses yeux, mais Daniel ne ressentit pas la moindre compassion. « Comment as-tu » murmura-t-elle. « Comment j'ai découvert » termina Daniel, sa voix chargée d'un sarcasme amer. « J'ai engagé un détective privé. Un bon, d'ailleurs. Il vous a suivi tout le week-end et a tout documenté. Mais ce n'est pas tout. » Il ouvrit un autre dossier, révélant les captures d'écran de leur discussion de groupe secrète. « Je sais tout, Isabelle. Je sais pour le stratagème que vous avez monté toutes les 4. Je connais votre fonds commun, votre calendrier partagé, vos alibis tournants. Je connais les messages où vous vous moquez de moi et des autres maris. Daniel a tout gobé, le pauvre. Ce sont tes mots exacts, n'est-ce pas ?» Isabelle s'effondra. Elle s'appuya contre le mur, sanglotant, et tenta de s'approcher de lui. « Daniel, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Il recula, levant la main pour l'arrêter. « Pas ce que je crois. Alors dis-moi, Isabelle, qu'est-ce que je suis censé croire exactement quand je vois des photos de ma femme me trompant avec un autre homme? Quand je lis des messages où elle se moque de moi? Quand je découvre qu'elle et ses amis ont monté une putain d'entreprise d'infidélité? » Elle pleura plus fort,
essayant de parler à travers ses sanglots. C'était une erreur, juste une passade. Patrick ne représente rien. Je t'aime encore. J'aime notre famille. Daniel laissa échapper un rire froid et sans joie. Tu m'aimes? Tu as mené une opération de trahison de niveau professionnel pendant plus d'1 an. Vous 4 avez formé une véritable association de malfaitrices. Vous aviez un budget, une planification stratégique, des communications cryptées. Vous devriez monter une société de conseil sur la façon de détruire les mariages. Et maintenant, tu me dis que tu m'aimes? Isabelle tomba à genoux, suppliante. Daniel, s'il te plaît, pense à Noah. Pense à notre famille. Ne détruis pas tout pour une seule erreur. La mention de son fils alluma en Daniel quelque chose qu'il avait tenté de contrôler. Penser à Noah, explosa-t-il, frappant le comptoir si fort de son poing que les photos sursautèrent. Tu as le culot de mentionner notre fils? Tu as pensé à Noah quand tu lui mentais sur l'endroit où tu allais? Quand tu dépensais de l'argent qui aurait dû aller à son fonds d'études pour des rendez-vous avec ton amant? Quand tu te moquais de moi dans ces messages pendant qu'il dormait innocemment dans cette maison? Isabelle n'avait pas de réponse. Elle sanglotait simplement, recroquevillée sur le sol de la cuisine. Daniel continua, sa voix tremblant d'une fureur contenue. Et ne me sors même pas ce refrain de pense aux enfants, parce que je suis sûr que Rachel, Amy et Diane ont aussi des familles. Et chaque mari que vous avez trompé a une vie, des sentiments, le droit de savoir la vérité. C'est alors que Daniel révéla la deuxième partie de son plan. Demain matin, dit-il froidement, j'envoie des copies complètes de ce dossier au mari de Rachel, au mari d'Amy, au mari de Diane et à la femme de Patrick Donnelly. Je l'envoie aussi aux partenaires des autres amants que nous avons identifiés. Vous avez construit ce réseau ensemble. Maintenant, vous allez le voir s'effondrer ensemble aussi. L'horreur sur le visage d'Isabelle était absolue. Non, Daniel, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu vas détruire des familles entières. Tu vas ruiner des vies innocentes. Il se pencha vers elle, les yeux brûlants. Des vies innocentes? Comme la mienne? Comme celle des autres conjoints trompés en ce moment même? Vous n'avez pas pensé à eux quand vous avez créé votre petit club de menteuses. Je ne laisserai pas d'autres hommes subir ce que je subis pendant que leurs femmes se moquent d'eux dans leur dos. Isabelle tenta d'argumenter, plaida, fit des promesses désespérées de changement, de thérapie, n'importe quoi. Mais Daniel avait dépassé le stade de la réconciliation. Il prit un oreiller et une couverture dans le placard. Je dormirai sur le canapé. Demain, tu commences à chercher un appartement. Je te veux hors de cette maison d'ici la fin de la semaine. Cette nuit-là, Daniel ne put dormir. Allongé sur le canapé, il fixa le plafond du salon, digérant 15 années de mariage qui se révélaient, du moins pour la dernière année, n'être qu'une farce. Le lundi matin, après avoir déposé Noah à l'école sans rien lui révéler, Daniel tint parole. Il envoya des courriels détaillés avec des copies complètes du dossier de Marcus Chen à toutes les personnes impliquées. Le message était direct et factuel, sans drame. Il disait simplement « Je pensais que vous devriez connaître la vérité sur ce qui se passe dans votre mariage. Vous trouverez en pièces jointes la documentation complète. Je suis désolé. » Les retombées furent immédiates et dévastatrices. Le mari de Rachel, un dentiste prospère nommé Steven, s'effondra en voyant les photos. Il appela Daniel le même après-midi, la voix brisée, le remerciant d'avoir révélé la vérité, même si elle était douloureuse. Steven demanda le divorce le lendemain. Le mari d'Amy, un pompier nommé Kevin, fut si secoué qu'il demanda une mutation dans une autre ville, incapable de rester à Austin, où tout le monde finirait par savoir. Le mari de Diane, un avocat d'affaires, engagea l'un des cabinets de divorce les plus agressifs de la ville et lança une bataille juridique féroce pour la garde de leurs 2 enfants. La femme de Patrick Donnelly, Catherine, découvrit non seulement sa liaison, mais aussi que Patrick avait utilisé les fonds de leur compte joint pour payer le ranch et les cadeaux pour Isabelle. Catherine entama une procédure de divorce amer qui menaça de détruire la réputation professionnelle de Patrick dans le monde des affaires.
Des informations discrètes sur sa conduite commencèrent à fuiter dans les cercles d'entreprise, et il perdit des clients clés. Le groupe autrefois inséparable des 4 amis se désintégra dans les accusations mutuelles et l'hostilité. Rachel appela Isabelle, furieuse, lui reprochant d'avoir tout commencé des années plus tôt. Isabelle rétorqua que Diane avait encouragé et organisé tout le stratagème. Amy bloqua simplement les 3 autres sur tous les canaux de communication, refusant de leur parler. Leurs comptes de réseaux sociaux, autrefois remplis de photos de groupes joyeuses, furent supprimés ou rendus privés. Des commentaires voilés d'amis et de connaissances commencèrent à faire surface, montrant que les rumeurs se propageaient. De vieilles amitiés se dissolurent et les invitations sociales se tarirent. Daniel avança rapidement avec le divorce. En vertu de la loi du Texas, il demanda le divorce pour adultère, l'un des rares motifs de faute encore reconnus dans l'État. Avec les preuves photographiques, la documentation financière et les transcriptions de messages, le dossier de Daniel était en béton. Son avocat, spécialisé en droit de la famille, obtint des conditions favorables. Daniel obtint la garde principale de Noah, Isabelle se voyant accorder des visites supervisées dans un premier temps, jusqu'à ce qu'un accord de garde plus permanent puisse être conclu. Le partage des biens favorisa également Daniel. Foster Classic Motors, techniquement un bien matrimonial construit pendant le mariage, fut évalué, et Daniel en conserva l'entière propriété en indemnisant Isabelle avec d'autres actifs. La maison familiale fut mise en vente, les bénéfices devant être partagés, mais Daniel avait un droit de préemption pour racheter sa part s'il souhaitait garder la maison pour Noah. Isabelle perdit plus que son mariage. À l'école où elle enseignait, des rumeurs discrètes sur sa conduite personnelle commencèrent à circuler parmi les parents et l'administration. Bien qu'il n'y ait eu aucune accusation formelle ni violation du code professionnel, l'atmosphère devint insupportable. Des parents demandèrent le transfert de leurs enfants hors de ses classes, et ses collègues gardèrent leur distance. Finalement, Isabelle demanda un transfert dans une autre école d'un district différent, une décision que tout le monde comprit, mais dont personne ne discuta ouvertement. Daniel consacra toute son énergie à Noah et à la reconstruction de leur vie. Les premières semaines furent les plus difficiles. Noah comprit rapidement que quelque chose de grave n'allait pas. Daniel décida d'être honnête avec son fils, adaptant la vérité à son âge sans entrer dans les détails sordides. Il expliqua que sa mère avait brisé la confiance de leur mariage, que les adultes faisaient parfois de graves erreurs, et qu'ils devaient s'adapter à une nouvelle réalité. Noah réagit avec un mélange de tristesse, de confusion et d'une surprenante colère envers sa mère. Daniel chercha immédiatement une thérapie familiale pour aider son fils à gérer la séparation de manière saine. Père et fils construisirent une nouvelle routine. Daniel ajusta les horaires du garage pour être présent pour Noah le matin et l'après-midi, le conduisant lui-même à l'école. Ils dînaient ensemble tous les soirs, discutant ouvertement de leurs sentiments, de leurs peurs et de leurs espoirs. Le week-end, ils travaillaient côte à côte au garage, restaurant une Mustang de 1967 que Daniel avait promis de donner à Noah pour ses 16 ans. Le projet devint thérapeutique pour eux deux, un symbole de reconstruction et de continuité. Les mois passèrent. Le divorce fut finalisé 6 mois après la découverte initiale. Daniel ressentit un mélange de soulagement et de mélancolie en signant les derniers papiers. 15 années étaient officiellement terminées. Mais il ne regrettait pas d'avoir agi rapidement, d'avoir confronté Isabelle immédiatement, ni d'avoir exposé la vérité. Il s'était protégé, lui et Noah, de mois ou d'années supplémentaires de tromperie. 2 ans après l'explosion, Daniel se trouvait à un salon de voitures de collection au Travis County Expo Center. Foster Classic Motors y exposait une Chevrolet Corvette de 1963 restaurée, et Daniel parcourait l'événement en répondant aux questions des passionnés. Noah, maintenant âgé de 15 ans et plus grand que son père, travaillait à ses côtés, expliquant les détails techniques de la restauration avec une connaissance impressionnante. C'est alors que Daniel l'aperçut de l'autre côté du hall. Diane, l'une des anciennes amies d'Isabelle. Elle se tenait seule, regardant distraitement les voitures exposées. Leurs regards se croisèrent une seconde. Diane le reconnut immédiatement, et l'horreur se peignit sur son visage. Elle tourna brusquement les talons et quitta le pavillon en toute hâte, presque en courant. Noah sentit la tension. « Tu la connais » demanda Noah. Daniel fit un léger signe de tête. «
C'était une amie de ta mère. Une histoire du passé. Yeah, it is Salas. Tay. Noah ne posa pas d'autres questions, reportant son attention sur un client intéressé par la corvette. Daniel regarda Diane se fondre dans la foule sans rien ressentir. Ni colère, ni satisfaction, ni tristesse. Juste une indifférence totale. Cette page était tournée. Il avait révélé la vérité, affronté les pénibles conséquences, protégé son fils et reconstruit sa vie sur des bases d'honnêteté et de dignité. Les chevaux de trahison qui avaient manqué de détruire sa famille n'étaient plus qu'un lointain souvenir, un cauchemar dont il s'était enfin éveillé. Ce soir-là, alors que Daniel et Noah rentraient sous le ciel étoilé du Texas, le jeune garçon demanda « Papa, tu es heureux ?» Daniel marqua un temps, son regard posé sur son fils, devenu son meilleur ami et sa plus grande source de motivation. « Je reconstruis le bonheur, Noah, un jour à la fois, et avec toi à mes côtés, je suis sûr qu'on y arrivera. » Noah sourit, et ils poursuivirent leur route dans un silence complice. Deux survivants qui avaient puisé leurs forces l'un dans l'autre, et dans cette vérité, aussi douloureuse fut-elle, qui mérite toujours d'être révélée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt.